C'était une série de frappes spectaculaires sur des bases aériennes russes, endommageant ou détruisant, selon l'Ukraine, environ un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie. Vladimir Poutine a promis de se venger des frappes de drones ukrainiens sur les bases aériennes russes ce week-end. La Russie vient de confirmer ce que nous disons depuis le début de la guerre. Les responsables et dirigeants russes sont sortis en force et ont ouvertement admis qu'ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la victoire en Ukraine. En fait, on peut clairement le voir dans les exigences russes qu'ils formulent à Istanbul, où les négociations de paix sont en cours en ce moment. Et c'est pourquoi NATO fait enfin quelque chose de positif. Le secrétaire général de NATO vient d'annoncer que l'Ukraine sera invitée à la prochaine réunion de NATO. Alors, commençons par le début. Que disent les dirigeants russes et pourquoi NATO invite-t-il l'Ukraine à un sommet de NATO ? Tout d'abord, voici la déclaration de l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev. Voici ce qu'il a dit. À ceux qui s'inquiètent et attendent des représailles, c'est normal de s'inquiéter. La rétribution est inévitable. Il est important de se rappeler, premièrement, que notre armée progresse activement et continuera d'avancer. Tout ce qui doit exploser, explosera certainement, et ceux qui doivent être exterminés disparaîtront. Deuxièmement, les négociations à Istanbul ne sont pas nécessaires pour une paix de compromis sur des conditions irréalistes inventées par quelqu'un, mais pour notre victoire rapide et la destruction totale du gouvernement néo-nazi. C'est le sens du mémorandum russe qui a été publié hier. Maintenant, dans un instant, nous allons aborder le mémorandum de paix russe que Vladimir Poutine a publié. Mais avant cela, ceci indique clairement que la Russie ne veut pas la paix, elle veut la victoire. Mais ce n'est pas la réalité sur les lignes de front. Imaginez si nous étions allés en Irak et qu'après 3 ans de combat et 1 million de victimes, nous contrôlions moins de 20% du pays. Cela ne serait même pas considéré comme une victoire, ce serait une défaite dévastatrice pour n'importe quel pays. Mais pour une raison quelconque, les dirigeants russes essaient de présenter cette situation comme une victoire, alors même que l'Ukraine frappe profondément, très profondément à l'intérieur de la Russie, jusque dans la Sibérie. Malheureusement pour la Russie, ce commentaire de Medvedev a été repris par les médias internationaux, et tout le monde voit maintenant le vrai visage du régime russe. Voici ce que le sénateur Lindsey Graham a dit concernant les propos de Medvedev. Félicitations à Medvedev pour ce rare moment d'honnêteté venant de la machine de propagande russe. Je vous remercie d'avoir clairement montré au monde que Poutine et la Russie ne sont absolument pas intéressés par la paix. Malheureusement pour le sénateur Graham, Poutine n'aime pas vraiment être critiqué. Et c'est pourquoi le sénateur est maintenant la cible d'une campagne de désinformation qui vient de Russie. C'est exactement ce que nous avons déjà vécu. Chaque fois que nous critiquons Poutine ou le régime russe, nos vidéos reçoivent des votes négatifs et des dislikes pour les enterrer dans l'algorithme. C'est pourquoi, si vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant ci-dessous, cela nous aide vraiment dans l'algorithme. Mais parlons de la campagne de désinformation contre le sénateur Graham. Cela a commencé à devenir viral sur Twitter il y a quelques jours seulement. Les factures d'hôtels somptueuses des sénateurs Lindsey Graham et Richard Blumenthal à Kiev ont été révélées, tandis que le sénateur Graham et Richard Blumenthal paradent dans Kiev en Ukraine. Des documents stupéfiants du département d'État américain ont été publiés concernant les dépenses des États-Unis, révélant leurs frais d'hôtel extravagants. Le 1er juin, 2025 transactions stupéfiantes ont fait surface, l'une pour la somme incroyable de 403 000 $ et l'autre pour la somme ahurissante de 411 000 $. La question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui justifie ces dépenses astronomiques et pourquoi un montant aussi élevé ? Cette fausse information a ensuite été relayée par tous, y compris Elon Musk qui l'a retweeté et Patrick Ben-David qui a critiqué le sénateur Graham. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment vrai. Laissez-moi vous expliquer. Des fausses informations, encore des bêtises. Je fais tout pour aider le président Trump à arrêter cette guerre et m'assurer que Poutine ne gagne pas. Ceci n'est pas un rapport de frais de déplacement. C'est un contrat mensuel entre le département d'État et les diplomates américains dans une zone de guerre. Cela n'a rien à voir avec le sénateur Grandstrep, mais les gens sur les réseaux sociaux ne vérifient pas vraiment avant de diffuser des informations à leur public. Et c'est là que la Russie excelle particulièrement dans ce domaine. Ils ne savent pas comment mener une guerre sur le champ de bataille, mais ils savent très bien comment répandre de la désinformation.
Un jour sur deux, ils inventent des nouvelles choquantes sur l'Ukraine, les partisans de l'Ukraine et les dirigeants ukrainiens. Et cette information se répand dans tous les médias avant d'être corrigée, et tout le monde finit par croire que l'Ukraine est un pays corrompu. Si nous voulons vraiment parler de corruption, regardons Vladimir Poutine. Son père était cuisinier en Russie, et d'une manière ou d'une autre, maintenant Poutine possède plusieurs maisons valant des milliards de dollars. Je ne crois pas que Poutine ait obtenu tout cela en œuvrant pour les Russes. Il a gagné cela en exploitant la richesse de la Russie et ses citoyens. Et maintenant, Poutine ne veut pas que cette guerre s'arrête, parce qu'il se rend compte que si elle s'arrête, il perdra le pouvoir, et c'est pourquoi il veut la continuer aussi longtemps que possible. Il a dit cela quelques minutes avant le début de l'enregistrement. Mais comment de telles réunions peuvent-elles même avoir lieu dans ces circonstances? De quoi peut-on parler? Qui négocie avec ceux qui misent sur la terreur, avec des terroristes? Et pourquoi sont-ils récompensés en leur accordant une pause dans les hostilités? Une pause qui sera utilisée pour renforcer le régime avec des armes occidentales, poursuivre la mobilisation forcée et préparer d'autres actes terroristes comme ceux perpétrés à Briansk et Koursk dans les régions. Maintenant, c'est ici qu'il est important de comprendre la situation de Poutine en Russie, car ces derniers mois, surtout depuis le soulèvement de Prigojine, Poutine ne s'est pas senti en sécurité à Moscou. Il sait que les gens autour de lui préparent des choses. Et c'est quelque chose dont nous avons parlé lors de notre diffusion en direct, avec nul autre que Jason G. Smart. Donc, je veux rapidement vous montrer cet extrait. Il s'interroge, comment les Ukrainiens peuvent-ils nous faire ça? Comment est-ce possible? Et il panique. Hein. Vous savez, je suis sûr que nous en avons déjà parlé, c'est que j'étais à Koursk en Russie il y a moins d'un an, il y a seulement quelques mois. Actuellement, une partie du sud de la Russie est sous occupation ukrainienne. J'étais là-bas en tant que journaliste, invité par l'armée ukrainienne. J'ai marché seul dans la ville avec des soldats derrière moi dans un véhicule blindé. Sans gilet pare-balles ni casque, j'ai parlé en russe aux gens, aux Russes dans la rue, leur demandant ce qui se passait et comment ils allaient. C'est intéressant car je parle russe, il y a donc un contexte à cela. Premièrement, ils ne craignaient pas les soldats ukrainiens. J'ai été surpris de voir à quel point ils s'approchaient souvent dans les rues pour demander quand celles-ci allaient être ouvertes et quand cela allait se produire. Je peux vous assurer que lorsque les Russes occupent le territoire ukrainien, personne n'ose s'en approcher par peur. Ils en ont terriblement peur. Mais ce n'était pas pareil. Les citoyens russes à Koursk n'avaient pas peur d'eux. Deuxièmement, et c'est le point crucial à mes yeux, ils ont ouvertement tenu le régime de Poutine pour responsable de leur situation actuelle, à savoir leur occupation. Ils se demandaient pourquoi Poutine avait commencé cette guerre, estimant que cela n'avait pas amélioré leur vie et qu'ils n'en avaient pas besoin. En quoi cela m'aide-t-il, d'une quelconque manière? Pourquoi diable aurait-il fait ça? Et ce sont surtout des personnes âgées, parce que tous ceux de moins de 50 ans sont partis, donc leurs enfants, qui sont adultes, et leurs petits-enfants, qui sont enfants. Et tel est parti. J'ai demandé, quand avez-vous parlé avec eux pour la dernière fois? Oh, vous savez, tous les membres de notre famille se sont enfuis. J'ai demandé, eh bien, personne n'a essayé de rester ici pour se battre? Personne n'a demandé des armes à l'armée russe pour défendre Koursk? Non, personne n'a fait ça. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de résistance. Les Russes ont simplement accepté l'occupation. Ils ne soutiennent pas le régime. Et si vous pensez que ce n'est qu'un mythe, souvenez-vous de Prigojine, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le fondateur du groupe Wagner, quand Prigojine, l'un des chefs, est arrivé à Rostov et a tenté de renverser la direction militaire russe l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé à Rostov, comme on peut le voir dans les vidéos en ligne, des citoyens russes sont venus vers lui, offrant nourriture, vin, eau et fleurs à ses soldats pour les remercier. Vous pouvez le voir en ligne, ce n'est pas simplement une rumeur. Que les hauts responsables militaires russes étaient visibles en ligne lorsqu'il est arrivé à Rostov, situé à environ 300 km de Moscou. Quand ils sont arrivés là-bas, les hauts responsables militaires sont sortis et ils discutaient avec lui. Ils ont bu du café avec lui, ils ont fumé des cigarettes avec lui. Il déconseillait fortement de faire ça, disant que ce n'était pas bien, mais savez-vous ce qui est le plus important dans cette histoire? Même si tout le monde savait et pouvait voir ce qui arrivait, nous ne l'avons pas vu. Ils savaient où il était à des centaines de kilomètres à l'avance, ils n'ont pas appelé de frappe aérienne. Nous n'avons vu ni la police russe, ni la police locale, ni les gardes frontières, ni la garde nationale, ni les Tchétchènes essayer de l'arrêter. Nous n'avons pas vu l'armée russe, et personne n'a tenté de l'arrêter. Personne n'a appelé une frappe aérienne sur Prigojine. Et pourquoi cela? Le commandement militaire russe était incertain de l'issue du conflit, pensant que Prigojine pourrait prendre le pouvoir. Moscou reste silencieux.
Medvedev, l'ancien président, est silencieux. Le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe, est silencieux. Regardez le silence de la haute direction russe. Et pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'ils soutenaient Poutine jusqu'au bout ? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs que Poutine garderait le pouvoir. Ils pensaient que Poutine pourrait tomber, alors ils essayaient de couvrir leurs arrières pour ce qui pourrait arriver ensuite. Oui, Medvedev semble aussi devenir fou, parce que j'ai vu il y a quelques jours qu'il menaçait Trump avec une troisième guerre mondiale, comme s'il avait le moindre pouvoir. Ce qui est complètement fou, parce que quand on regarde, ça, je crois que c'était en février de l'année dernière, rien qu'en un mois, il a menacé 18 fois d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale. C'est ce qu'il fait constamment. Et en fait, si quelqu'un s'y intéresse vraiment, il y a une raison à cela. Il y a une raison simple à cela. Dans la culture russe, et pour tous ceux qui essaient de comprendre la Russie, gardez ceci à l'esprit pour le reste de votre vie. La Russie a plusieurs catégories différentes. La catégorie supérieure, c'est, disons, Poutine. Poutine ne dit jamais explicitement qu'il va déclencher la troisième guerre mondiale, bien qu'il fasse parfois des sous-entendus extrêmes, il ne franchit jamais cette ligne. Il ne dira jamais quelque chose comme « Vous savez, Trump ou Biden est un idiot » ou « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jamais. Pourquoi ? Le rôle de Poutine est toujours de donner l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée. Gardez à l'esprit que c'est une dictature. Chacun a un rôle. Ce n'est pas comme s'il choisissait simplement de faire ce qu'ils veulent. Voilà son rôle. Il donne l'impression d'être au-dessus de la mêlée. C'est un diplomate sérieux, il est tout ça, mais ceux qui sont en dessous de lui doivent être les chiens d'attaque. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme Medvedev. La presse populaire, soutenue ou contrôlée par le Kremlin, publie des déclarations de propagande extrême comme la menace de déclencher la troisième guerre mondiale. Nous allons bombarder New York et Washington, ainsi que Paris et Berlin. Ils ne vont rien faire de tout cela. Mais ils savent qu'ils doivent projeter de la force, parce que les hauts dirigeants russes ne disent jamais cela. Non, c'est parce qu'ils distinguent toujours les deux. Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, ne dit jamais de telles choses. La semaine dernière, Trump a qualifié Poutine de fou. Peskov a déclaré qu'il ne le prenne pas personnellement, sachant que Trump subit actuellement une pression et un stress énormes. Nous apprécions ses efforts pour tenter d'instaurer la paix entre nos pays. Pourquoi dites-vous cela ? Medvedev a ensuite annoncé le déclenchement de la troisième guerre mondiale. Chacun joue un rôle différent. Le représentant de Poutine se veut un diplomate sérieux, car c'est ce que les Russes veulent voir. Les autres, comme les propagandistes Sovolov, doivent se comporter en clown. L'ancien président ivre, Dmitri Medvedev, joue son rôle, qui est d'être celui qui agite le sabre. Et vous savez, Medvedev aussi, je pense qu'il suit la chaîne ou quelque chose comme ça, parce que nous n'avons jamais tweeté quoi que ce soit. Nous n'avons commencé à tweeter qu'il y a 2 jours, et soudain j'ai vu que Medvedev avait bloqué Business Basics sur Twitter. Vraiment. Donc il va voir ça, j'espère. Maintenant, c'est là qu'il faut comprendre que le monde commence lentement à réaliser que la Russie ne veut pas la paix, et c'est pourquoi l'OTAN bouge. L'OTAN intensifie ses efforts pour aider davantage l'Ukraine. Récemment, le secrétaire général de l'OTAN a fait un commentaire très choquant. Il a déclaré que l'Ukraine serait invitée au prochain sommet de l'OTAN. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que l'Ukraine fera partie de l'OTAN, deviendra membre de l'OTAN. Mais cela montre vraiment que l'OTAN est ouverte à soutenir davantage l'Ukraine et qu'ils essaient de trouver un moyen de fournir une sécurité à l'Ukraine sans que celle-ci devienne membre de l'OTAN. Parce que les États-Unis ont clairement indiqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas envisageable. Voici les commentaires du secrétaire général. En effet, j'ai invité l'Ukraine au sommet. Nous allons, dès que possible, présenter le programme avec plus de détails. En ce qui concerne l'Ukraine, l'OTAN, nous aurons, et c'est très important aujourd'hui avec les ministres de la Défense, le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, nous aurons demain un conseil OTAN-Ukraine. Et nous continuerons à avoir ces réunions et à nous assurer que nous coordonnons au maximum et le sommet jouera absolument un rôle. Cette décision intervient en même temps que l'annonce, selon laquelle les États-Unis commencent à coordonner un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Et cela se fera avec l'Union européenne. C'est définitivement un très bon signe pour l'Ukraine. Il est aussi important de souligner que ce n'est pas le même paquet de sanctions qui est actuellement au Sénat, parce que le sénateur Lindsey Graham a présenté ou coparrainé un projet de loi qui imposerait des sanctions secondaires à la Russie. Donc en gros, tout pays qui aide la Russie à financer cette guerre fera face à des sanctions, fera face à des tarifs douaniers. Cela inclura donc l'Iran, la Chine et l'Inde, qui ont acheté du pétrole russe et financé la caisse de guerre russe. Cela signifie que tous ces pays, s'ils veulent commercer avec les États-Unis,
ferait face à environ 500% de tarifs s'ils continuent d'acheter du pétrole russe. Cela voudrait bien sûr dire que ces pays arrêteront probablement d'acheter du pétrole russe, ce qui est plus probable. Ou alors la flotte fantôme va simplement intensifier ses activités. La flotte fantôme que la Russie utilise est essentiellement un moyen de cacher à qui elle vend et qui achète le pétrole russe. Maintenant, c'est clairement une bonne solution pour la Russie. Mais l'avantage pour nous, c'est qu'en utilisant la flotte fantôme, la Russie ne gagne pas autant d'argent qu'elle en gagnerait en vendant ce pétrole sur un marché ouvert. Généralement, ils doivent offrir des rabais et faire fonctionner la flotte fantôme, ce qui réduit leurs profits et leurs marges. Pour une économie qui dépend autant des revenus pétroliers, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, surtout si l'on considère que ces derniers mois, les prix du pétrole ont chuté de façon spectaculaire. Les revenus pétroliers de la Russie ont chuté de 52% par rapport à avril, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus d'1 an. Les prix bas du pétrole et les semi-sanctions font leur effet. C'est précisément là que les nouvelles sanctions vont frapper. Ils veulent encore s'attaquer aux revenus russes, pas vraiment à l'industrie russe, car la Russie n'a pas vraiment d'industrie à la base. Ce n'est pas une grande économie. Comme l'a dit un jour le défunt sénateur John McCain, la Russie est une station-service dirigée par un État mafieux qui se fait passer pour une nation. Et c'est ce que c'est, si nous ciblons les prix et les revenus pétroliers. Poutine sera forcé d'abandonner son rêve de reconstruire l'Empire soviétique. En fait, même le peuple russe veut que cette guerre se termine. Il veut la paix, et il veut une économie durable qui ne dépend pas uniquement de la production de matériel de guerre. Parce que, comme nous allons bientôt le voir, tout ce que la Russie produit est simplement détruit par l'Ukraine, avec des drones à $300. Cela n'apporte pas vraiment à l'économie, même si cela montre une croissance du produit intérieur brut pour cette année-là. La Russie ne bâtit rien de pérenne à long terme. Mais d'abord, parcourons cette interview du peuple russe et voyons ce qu'il pense de la guerre et des négociations. Je suis déprimé par toutes ces guerres, par tout ce qui se passe. Je n'arrive pas à trouver un emploi stable. Le plus important, c'est la paix. La plupart des gens veulent la paix et que la guerre se termine le plus vite possible. C'est mon seul souhait, voilà. Un seul souhait. Êtes-vous affecté par cette guerre ici, à Moscou? Bien sûr. J'ai une amie dont le fils se bat à la guerre. Nous nous inquiétons pour lui. Il est jeune, il a 26 ans, donc ça nous affecte vraiment. Avec chaque jour qui passe est de plus en plus effrayant. Les gens comme moi ont vécu un demi-siècle. Nous avons vécu nos vies, mais nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir en grandissant? Quels espoirs avez-vous? Qu'espérez-vous pour l'avenir? Qu'est-ce que j'espère? Nous devons avoir de la stabilité, alors tous nos espoirs se réaliseront. Comment cette stabilité peut-elle être atteinte? C'est une question difficile. Cela concerne plutôt la politique. J'ai des amis qui sont tous inquiets. Beaucoup ont de la famille qui se bat dans la guerre. Des neveux ou leurs propres enfants. Je vais maintenant aborder certains des commentaires que je sais que nous allons recevoir. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'économie russe, quelqu'un mentionne toujours la statistique que la Russie publie en disant que leur économie est en croissance. Et oui, elle est en croissance. Il est fort probable qu'il ne mente pas sur la croissance du produit intérieur brut. Pensons à la croissance économique. En Russie, toutes les usines ont été réorientées vers l'industrie de la défense. En résumé, ils fabriquent des produits nécessaires à la Russie pour la guerre. Disons qu'ils ont produit 100 millions de dollars en avions, d'accord, en bombardiers. Cela s'ajoute au produit intérieur brut russe, montrant que le produit intérieur brut russe vient de produire quelque chose valant 100 millions de dollars. Mais est-ce vraiment durable sur le long terme? Parce que ne parlons pas seulement des bombardiers, parlons aussi des chars. La Russie rénove beaucoup de vieux chars, ce qui montre une croissance du produit intérieur brut, mais ensuite ces chars vont sur le front et sont détruits. Même si la Russie a connu une croissance du produit intérieur brut, les citoyens n'en profitent pas vraiment, car la Russie ne crée rien de durable. Maintenant, la deuxième partie concerne à nouveau les bombardiers. L'Ukraine détruit la croissance du produit intérieur brut que la Russie obtient, avec très peu de dépenses de sa part. Parlons de l'opération Toile d'araignée. L'Ukraine a intensifié la guerre en menant une opération récente en Russie, selon les principaux retours d'informations. L'opération Toile d'araignée a montré qu'il est possible de détruire un avion valant plus de 100 millions de dollars avec un simple drone de 600 $, ce qui signifie que tout peut être détruit de cette manière.
Cela pousse le monde à reconsidérer la stratégie militaire et à prendre conscience des vulnérabilités des installations militaires, ainsi qu'à revoir les priorités dans le complexe militaro-industriel. L'Ukraine a fait cela. Nous avons dû le faire parce que nous menons une guerre existentielle, une guerre pour la survie contre la plus grande puissance nucléaire du monde. C'est un David contre Goliath. Nous nous battons avec une main attachée dans le dos, sans assez d'armes, avec des interdictions et des restrictions. De toute évidence, l'opération était très importante, surtout si l'on considère les dégâts que l'Ukraine affirme avoir causés. Maintenant, chacun a ses raisons de mentir. La Russie veut minimiser les dégâts subis, et l'Ukraine veut les exagérer. Selon certaines sources ukrainiennes, le premier jour, environ 7 milliards de dollars de bombardiers ont été détruits à cause de cette attaque, mais selon les sources russes, seulement 2 bombardiers ont été détruits. Clairement, les deux camps ont leur version de l'histoire, mais c'est là que les images satellites nous aident énormément. Ici, nous avons Radio Free Europe, Radio Liberty, qui publie des photos avant et après d'une des bases, la base sibérienne Belaya, qui a été ciblée par l'Ukraine. Analysons ce que nous pouvons observer sur cette image satellite. 11 bombardiers stratégiques détruits, 7 Tu-95-4, Tu-160 et 4 Tu-22 M1, M3. De plus, un avion de transport An-12 a été endommagé. Bien sûr, ce n'est qu'une seule base, mais il est très probable que c'était la plus grande base attaquée, donc la plupart des dégâts ont eu lieu sur cette base. Mais l'Ukraine a également attaqué 3 autres bases, donc il est probable que la Russie ait perdu beaucoup plus d'avions si l'on considère toutes les autres bases. L'attaque d'aujourd'hui, c'était quelque chose qui va diminuer la capacité de la Russie à projeter sa puissance dans l'Arctique. Et nous parlons de l'Atlantique contre l'Ukraine et l'Europe, dans le Pacifique. C'est énorme et c'est un revers majeur. De loin, c'est la plus grande perte que la Russie ait subie depuis le 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne nazie, alliée de l'Union soviétique, a envahi l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement énorme. Au moins 34% des bombardiers stratégiques de la Russie utilisés pour la dissuasion nucléaire ont été détruits. J'ai vu que ce sont d'anciens bombardiers soviétiques dont la production a été arrêtée. En cas de dommage, ils ne peuvent pas simplement les réparer faute de chaîne d'approvisionnement pour en produire de nouveaux. La Russie n'a pas la capacité de réparer cela. Ce sont des choses qu'ils ne produisaient pas en grande quantité régulièrement. Il y a une quantité limitée datant de l'époque soviétique et ils ont passé plus d'une décennie à rénover ces avions pour les moderniser. Ce n'est pas quelque chose que tu reconstruis en une semaine. C'est plus d'une décennie perdue. Construction. Ces choses-là, et ils n'ont tout simplement pas les pièces, ni la capacité de les refaire. Si je souris sans raison, c'est parce que je vois le chat. Et quelqu'un a dit « Imagine ça ». L'Ukraine estime la valeur à environ 2 milliards de dollars. De dégâts, c'est pour la Russie. Et quelqu'un a dit que c'était comme 300 drones, peut-être 500. Quand j'ai fait ma vidéo ce matin, l'estimation était d'environ 3 milliards de dollars. On dit maintenant, c'est plus proche de 7 milliards de dollars. C'est une défaite énorme. En lisant les chaînes Telegram russes, on constate que les soldats russes sont totalement choqués. Je veux dire, vous voyez leurs selfies et les messages vocaux qu'ils envoient à leurs proches, ils se demandent ce qui se passe, comment c'est possible. Je comprends, c'est totalement le chaos. Et c'est vrai, la Russie vient de se faire sérieusement botter les fesses. Et le fait que leur défense aérienne ne l'ait pas détecté, que leur service de renseignement ait échoué, et quand vous dites que, incroyablement, l'Ukraine a planifié tout cela, et l'a exécuté depuis un bâtiment adjacent au bâtiment du service fédéral de sécurité, le service de renseignement russe, qui se trouve dans le bâtiment d'à côté. Ils étaient là, en train d'assembler ces drones et de se préparer à exécuter cela, et le service fédéral de sécurité et le service de renseignement russe n'en savaient même rien. Juste à côté, ils ignoraient ce qui se passait.